Bon, reprenons la suite sans filet et sans dégonfle en improvisation totale. Ah oui, générique. Tadam, tin, 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 tin. Ok, c'est bon. Nous en sommes à la deuxième partie où il faut progressivement en arriver au moment où on va parler de la chose la plus importante de l'histoire de l'humanité. Oh, ça c'est peut-être pas tout de suite celle-là, c'est un peu gros quand même. Mais c'est quand même énorme. C'est le moment où Poutine met le roi Biden en échec. Tiens, il est bien celui-là. On improvise, hein, on fait tout. De toute façon, on n'a qu'à piocher dans le tas d'articles, on trouvera toujours des trucs super intéressants. Donc, supprimer les banques russes, et je te jure, hein, j'y vais au hasard, de Swift, mais en laissant l'énergie intacte pour que l'Europe ait le pouvoir, était si brillant qui n'ont évidemment jamais joué aux échecs. Bon, d'accord, ok. Non, non, mais sérieux, en général, je prépare mes trucs et t'inquiète pas que je fais des pauses et je lis et je prépare. En général, Armstrong, il fait des articles extrêmement puissants. Et là, le plus important à tenir en compte, c'est le fondement de la confiance a été perdu. L'argent est basé sur la confiance. Ce qui s'est passé avec les épisodes précédents, c'est que le dollar a perdu toute crédibilité. C'est du crédit, c'est de la crédibilité. Et si t'as pas de crédibilité, t'as pas de crédit. Voilà, je te fais un super résumé. Euh, Ce que je ferais si j'étais Poutine, c'est de créer un système monétaire à deux vitesses. Tiens, mais attends, quelle drôle d'idée. Il est quand, lui? Le 24 mars, les grands esprits se rencontrent. Euh, Comme l'Afrique du Sud avait autrefois, nanana. Ah oui, d'accord. Uniquement, ouais, soutenir uniquement le rouble national avec l'or pour restaurer la confiance parmi les peuples russes. D'accord, ok. Biden a détruit l'économie mondiale. C'est tellement dévastateur pour l'avenir que ce qui se passera après 2032, pourquoi 2032 2022, lorsque l'économie mondiale s'effondrera, 2022, je confirme, il y a une faute, et brûlera finalement à cause de ces idiots, il y aura un tout nouveau changement de régime à l'échelle mondiale. On en est là. Ce qui se passe maintenant, euh, comment la Russie a, c'est balayé le dollar. Le sacré interview Michael Hudson. Ça, c'est super. Je l'ai traduit moi-même, du coup, parce que personne ne l'a fait. Mais, enfin, c'est super. C'était le moment où Hudson a été interrogé sur diverses questions et ça lui a permis ensuite de plomber un article qui. Ça a dû l'inspirer pour l'article suivant, mais c'est intéressant quand même. Alors, Andrei, quand même, c'est le gars du Sacker, c'est le Sacker. Et lui, c'est plutôt la guerre, son truc, donc il s'y connaît pas trop en économie. Mais là, il fait un échange de mails avec Michael Hudson. Et donc, il lui pose des questions. Dans cet article, il lui pose des questions en fait sur divers points de l'actualité pour lui demander son avis, comment c'est. Sur le gaz russe qui ne vendra plus aux pays hostiles, à moins de la couverture en rouble. En fait, il y a différentes questions. Tu peux lire les questions vite fait. Ces nations hostiles paieraient un supplément. Bon, je l'ai déjà lu tout à l'heure. En gros, c'est que en fait, il passe en revue un peu tous les problèmes. Là, il l'explique bien à la fin. Vos questions portent sur des problèmes et des solutions spécifiques, mais la résolution globale doit s'appliquer à l'ensemble du système et non à un patchwork. Ces problèmes spécifiques ne peuvent vraiment être résolus sans une restructuration institutionnelle de grande envergure du système financier international, du commerce mondial, d'une Cour mondiale et d'une ONU sans droit de veto américain. Ça c'est important parce que l'ONU a été détruite, dépouillée de tout à cause des Américains. Il faut donc en reconstruire une, ou la reconstruire, c'est essentiel. Et une telle réforme institutionnelle nécessite une doctrine économique pour en fournir des principes de base. Un nouvel ordre économique international sera construit sur les principes non néolibéraux. Et ça, mais les gars, vous êtes où là? Parce qu'on en rêve depuis des années, hein, depuis des décennies, des siècles. C'est le moment, c'est le moment.
à l'image de ce qu'on appelait autrefois le socialisme, lorsque les gens s'attendaient à voir évoluer le capitalisme industriel. On a créé le capitalisme en espérant qu'un jour on passe au socialisme. Et c'est quand même ça le principe. Et nous, on a vu des socialistes qui ont rogné sur leurs idéaux pour pouvoir s'acoquiner mieux avec le capitalisme, au point qu'aujourd'hui le socialisme est totalement, comme l'ONU, dépouillé de sens, dépouillé de signification. Pendant ce temps, sourdissait dans l'ombre une solution radicale à l'ensemble des problèmes causés par le capitalisme. Et cette solution vient juste de naître radicalement. Et ceci dans le cadre dans le contexte d'une guerre Ukraine-Russie dont les médias ne disent absolument rien, ni sur les tenants et aboutissants, les personnes, les actions, le nazisme, les buts stratégiques, etc. Les coups et les contre-coups, les sanctions, les contre-sanctions. Et donc, au final, dans une énième itération de tout ça, l'émergence d'un nouveau système économique socialiste. Et ça, c'est quand même phénoménal parce que les gens ils se battent sur internet, ouais, on va voter pour qui, nanana, on est dans la merde, etc. Mais ouais, le socialisme machin n'existe plus, etc. Ils sont au courant de rien de ce qui se passe, c'est pas possible. Enfin voilà, bah, je suis là pour ça, hein, je suis là pour essayer de véhiculer cette information qui est massive, constante, quotidienne, et qui est très peu suivie. Bon, tu vois, enfin, ouais, pas mal suivi quand même. J'ai 40 000 visiteurs par jour sur le site, mais bon, c'est pas, je vois pas trop le reflet de ça dans la réflexion des gens. Alors c'est important de le dire. Le pétrodollar est mort. La Russie vient de briser le dos à l'Occident. Ok. Ça c'était intéressant parce qu'il donne des chiffres, c'est toujours Tom Longo. Euh, voilà le truc, la Russie ne va pas vendre l'or, elle va en acheter. Boing. Il est marrant lui. Euh, Ce qu'il croit comprendre, c'est qu'il contrôle toujours les flux des matières premières dans le monde par le biais des systèmes de manipulation des prix sur le CRIMEX, le LBMA et le ICE. Mais ce n'est pas le cas. Et là, le truc essentiel qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a rimé le rouble à l'or et qu'on a fait du rouble une monnaie fiable, une monnaie donc qui peut servir pour les échanges internationaux et qui contrebalance le dollar, qui du coup n'est plus fiable, qu'est-ce qui se passe? C'est que le dollar a comme fonction principale de pouvoir manipuler les prix par la création monétaire et en jouant sur le taux d'intérêt des banques. Ok. Jusqu'ici, les Américains ont pu faire fluctuer la valeur de l'or, la valeur des biens, des produits, en créant la demande ou en créant une, comment ça s'appelle? Le contraire de la demande, quoi. Une surproduction, on va dire. Bref. Maintenant, c'est fini. Le dollar ne peut plus manipuler les prix. Et ça, c'est en passant, ça me fait penser à dire ça, c'est important. Il y a des emphases qui permettent d'aller plus vite, c'est bien ça. G7 n'a plus d'amis dans ce combat. Le pouvoir de Davos repose sur la capacité de créer du crédit et de le vendre à un taux d'intérêt positif aux producteurs de matières premières. La confusion autour de ce système, nanana. La grande réinitialisation est un moyen de planter le système existant, mais de laisser les mêmes colonialistes au pouvoir légalement. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, je sais pas ce qu'il est en train de raconter. À ce moment-là, plus qu'une lettre ne peut être émise. D'accord, ok, le système doit être initialisé, ok. Oui, c'est toute une histoire, hein, cette affaire, mais bon. Le pays producteur de toutes les richesses minérales du monde ne sont que des esclaves endettés des maîtres de l'argent de Bruxelles, la City, Londres et New York. C'est ça le problème. Ouais, mais il est bien, hein, Et c'est là que arrive l'histoire de l'arrimage du roble alors.
Donc, alors, un acheteur d'or à 5000 roubles par gramme ou 155 500 roubles par once. Nanana. Ce qui met par rapport au dollar 1610 $ l'or, l'once d'or. Les prix sont fixés. Comme je l'ai expliqué sur Twitter à ce moment-là, à 1500 $ l'once, l'effet de premier ordre est que cela implique un taux de rouble-dollar d'environ 75. Actuellement, il a dû baisser un peu depuis le temps, mais parce que plus le rouble baisse, plus il prend de la puissance par rapport au dollar. Et cela incite ceux qui détiennent des roubles à continuer et ceux qui en ont besoin à faire monter les prix à partir de ces niveaux actuels. Cela crée une boucle d'incitation positive pour amener le rouble au niveau d'avant-guerre. Ensuite, l'effet de marché prennent le relais. Ok. D'accord, la demande de rouble devient structurelle en fonction de la balance commerciale de la. Ok, je suis pas très versé en économie, mais bon, je me force. Une fois que ça se produit, le rouble dollar tombe en dessous de 75, alors le prix de l'or en dollars augmente structurellement, vidant les marchés de l'or papier et faisant s'effondrer le système financier basé sur l'or hypothéqué ou à levier de vitesse. Nous sommes maintenant dans une phase d'arbitrage que Machin a postulé avec 1000 barils l'once. Donc ce système incite les Russes à détenir leurs économies en roubles. En fait, ce qu'il expliquait avant, c'est que contrairement aux attentes des Américains, ils ne vont pas vendre de l'or pour essayer de récupérer de l'argent. Au contraire, ils vont en acheter. Et alors ça, c'est vraiment un coup bas. Il y avait un autre truc intéressant. Vous entendez ça, Davos? C'est l'horloge qui tourne. Nous ne fournirons pas du gaz gratuitement, c'est certain. Il n'est guère possible et raisonnable de faire que la charité, de la charité dans notre situation, a-t-il souligné. Ça c'est Poutine, d'accord, ok. Bon, on va l'accélérer. La guerre sans fin terminée, voilà, ça veut dire que au départ on avait lancé la guerre éternelle en fait contre le monde entier, c'est les Américains qui ont fait ça, c'est la guerre mondiale contre le terrorisme, une guerre infinie, parce que de toute façon il y a des profits infinis à faire avec la guerre, et c'était le but, quitte à tout foutre en l'air, c'était leur but. Là, maintenant, ça marche plus. Euh, et donc, la prochaine étape de tout ça est que la Russie ferme son compte de capital et nationalise la Banque de Russie, ce qui fait la seule source de roubles internationaux. Ce qui fait que la seule source de roubles internationaux est le gouvernement russe. Voilà, et contre ça, les Américains ne peuvent rien faire. Bon, ok. Il a aussi très subtilement soutenu la Fed et son plan de retrait des dollars en Europe. Le timing est important. Bon, ok. En fait, ça c'était pas Tom Longo, c'était Orloff qui écrivait. D'accord. Pas grave, je corrigerai ça après. Ce qui est important, c'est là où on va en venir. Le rouble et le dollar et le prix de l'or qui gagnera la partie d'échec économique. Lui, il te fait un truc intéressant à un moment donné. Alors déjà, je crois qu'il reprend grosso modo ce qu'on vient de dire sur Longo, qui était cité par Orloff aussi. Le temps nous dira s'il a raison. Et dans son analyse, lui, il est plutôt sérieux comme gars. Ils sont tous très sérieux, mais il y a un ton sérieux. Euh, alors là, d'abord, il explique en 4 points des choses importantes. Les Russes ont décidé que les dollars, nanana, d'accord, ok, on est au courant, c'est bon, ça commence à se faire. Aujourd'hui, la Russie a lié la valeur du rouble à l'or, et beaucoup pensent que ça va vraiment tout bouleverser. D'accord, ok. Mais bon, tu as différents analystes qui disent les mêmes choses, hein. C'est juste pour dire quand même que c'est pas une personne qui dit un truc. C'est les gens, ils sont tous les cheveux qui se dressent sur la tête en ce moment. Fixer un prix fixe du rouble par gramme d'or semble être l'intention. C'est assez important lorsqu'il s'agit de savoir comment la Russie pourrait chercher des fonds et gérer financièrement
le financement de sa banque centrale en dehors du système de dollars américain. D'autres pensent que cette mesure va créer une instabilité dans le système financier. Oui, bah c'est ça. Ouais, les dirigeants des deux bords devraient s'efforcer de trouver les moyens de parvenir à la paix, de réparer les énormes dégâts qui ont déjà été causés. Malheureusement, tout le monde semble vouloir poursuivre l'escalade, ce qui devrait tous nous alarmer profondément. Ben, surtout parce que la scission du monde en deux va être phénoménale. Et là, on commence. Tintin. Là, on commence cette chose sérieuse. La nouvelle monnaie de réserve mondiale sera fondée sur les ressources. Tu dis quoi? Sur les ressources? Mais oui, parce que quand on parle de fixer le prix de l'or sur le rouble, il y a un fond logique à ça. Et ce fond logique, on va l'exploiter et l'explorer maintenant. Avant de commencer à cette 1 avril, c'est le moment fatidique où toutes les règles ont été mises en place, avec cet article qui est à surtout ne pas manquer. On va revenir sur notre itération précédente, qui est plutôt celle-là, celle de la... C'est con hein, parce que j'avais fait une catégorie spéciale pour pouvoir faire mon petit journal et je me suis pour l'instant perdu, j'ai fait que de me perdre dans les itérations. Ça, tout a commencé là, avec cet article. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement intéressant. Là, tu vois, c'est écrit là, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui a marqué? D'accord, je t'ai mis une traduction. C'est ici que, attention, compte tenu des défis et des risques communs associés au ralentissement économique mondial et aux mesures restrictives à l'encontre des États de l'UEE et de la Chine, nos pays devraient renforcer la coopération pratique tant au niveau des dialogues réguliers entre les experts que sur le plan des mesures conjointes, des mesures et des projets conjoints, a déclaré le ministre de l'intégration et de la macroéconomie de la CEE, c'est pas l'ancienne, hein, Sergueï Glaziev. Et là, c'est notre ami, lui. C'est le truc. En gros, il te dit qu'à l'issue des discussions, il était décidé d'élaborer un système monétaire et financier international indépendant. Il est prévu qu'il soit basé sur une nouvelle monnaie internationale qui sera calculée comme un indice des monnaies nationales des pays participants et des prix des produits de base négociés en bourse. C'est-à-dire que c'est un indice des valeurs des produits de base de chacun des pays qui participent à cette communauté. Un premier projet sera présenté pour la discussion à la fin du mois de mars. Ça, c'était... voilà, donc c'est vraiment là, dans cette phrase, c'est là qu'il y a le système, comment il marche. On a dit que les gens qui participent à ce système ont une monnaie qui est basée sur la valeur des produits de base. Et c'est là qu'est l'astuce, c'est qu'on inclut dans les produits de base l'or. Ce qui n'est pas un produit de base, mais c'est quand même une référence. Et c'est là toute l'astuce. Glaziev, il a travaillé pendant des années et des années à ce projet. Et tout d'un coup, ils l'ont rappelé et ils lui ont dit bon, viens voir ton truc là. Bon, on va faire ça finalement. Il était tout content, forcément. Voilà, les participants au dialogue ont également examiné les aspects pratiques de la coopération entre l'UE et la RPC dans les domaines de l'énergie, les technologies de l'information, le commerce et les matières premières négociées en bourse et les mesures visant à adapter les pays aux pressions économiques extérieures. Bref, il se défend. Donc j'ai pris cet article en russe dès le 14 mars et c'est là qu'a commencé notre épopée. La Chine et la Russie mettent en place un système financier mondial. Petite brève de Volternet. Donc lui, il t'explique. Ce système devrait disposer d'une monnaie de référence dont le cours serait établi à partir d'un panier de monnaies des États membres fondateurs. Donc dominé par le yuan. Chinois, celui parce qu'il y en a plusieurs, sûrement. Il a été conçu par Sergueï Glaziev et a pour objet de se substituer au système de Bretton Woods après l'exclusion de la Russie au titre de sanctions pour son opération contre les bandéristes ukrainiens.
L'existence des deux systèmes économiques et financiers concurrents devrait marquer un coup d'arrêt à la globalisation et diviser le monde en deux. Ce qui nous a donné le terme de schisme. Avec ce terme de schisme, je te récapitule, je te recueille tous les articles en fait qui abordent ce sujet. Et là, t'as du boulot. On va revenir aux autres articles qu'on a vus avant, qui étaient écrits après cette date. De là, on est le 21 mars déjà. Les sanctions bancaires contre la Russie provoquent, on va dire, des retombées en cascade. La Starkrook. Ok. Intéressant signe de divorce entre les États-Unis et le Golfe. Donc maintenant, le nouveau thème, on est dans le système économique, le nouveau système et le schisme du monde. C'est ça le nouveau thème du jour. Euh, donc, 4 signes indiquant un divorce entre les États-Unis et le Golfe en préparation. Rien que au niveau des États-Unis et du Golfe. Hein. Bon, en gros, il t'explique, ouais, c'est bon, il voulait plus téléphoner. Au lieu de ça, dans une rebuffade vue dans le monde entier, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes islamiques, enfin voilà, unis, je sais plus quoi. Excusez-moi, machin. Euh, s'est rendu à Moscou pour s'entretenir avec son homologue Sergueï Lavrov. La démonstration publique de bonhomie dont ils ont fait preuve n'a fait que remuer le couteau dans la plaie américaine. Le moment choisi, Assad qui est parti là-bas aussi. L'établissement de ponts de confiance entre la coopération et l'axe de la résistance via la Syrie, l'allié la plus proche de l'Iran, pourrait également aider les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite de trouver des solutions pour sortir du bourbier au Yémen. Et donc là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit des guerres vraiment de longue date qui se résolvent tout d'un coup. C'est-à-dire que, littéralement, c'est en train de répandre la paix. La paix entre des pays en guerre. Ce que fait Poutine. Si on met la fin, enfin, et maintenant c'est ce qui s'est passé avec le Ramadan, il y a eu une petite pause. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, une trêve quoi, dans la guerre entre le Yémen et les Émirats arabes. Et les gens du Yémen, ils se battent, enfin, ils sont en famine, les enfants meurent de faim, c'est un cataclysme phénoménal, c'est une honte pour l'humanité tout entière. Et tout d'un coup, maintenant que tout le monde est sous l'égide de ce nouveau système, ben, ils vont se dire, bon, bah, on va coopérer alors. Non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est pareil pour la Palestine et l'Israël. Ils sont dans la même situation. Le conflit va se résoudre de lui-même. Et ce n'est peut-être pas une coïncidence si Riyad propose d'accueillir un dialogue yéménite multipartite. Bref, nous assistons aujourd'hui aux manifestations d'une révolte contre l'hégémonie américaine dans le monde arabe par l'axe de la modération arabe dirigé par le trio égypto-émirati saoudien. D'autres États arabes du Golfe, tels que l'Irak, l'Algérie, le Soudan, peuvent s'y joindre s'ils le souhaitent. Ce nouvel axe pourrait prendre une forme plus claire lors du sommet d'Alger à l'automne. Pendant ce temps, l'avion présidentiel d'Assad, etc. Mais tu vois, dans le truc qui se passe, c'est assez énorme. Là, c'était. Alors, toujours dans les 30 jours. Oui, ok. Ça, bah, du coup, parce qu'il me relance les autres, d'accord. Très bon article. Ukraine, la grande manipulation. Alors que les révélations se multiplient sur les exactions commises par les bandéristes ukrainiens durant les 8 dernières années, les Occidentaux continuent à ne percevoir que la souffrance des populations civiles ukrainiennes. Elles ignorent tout des causes profondes de la guerre, tout autant que des événements qui ont conduit le Kremlin à la déclencher. Peu importe, les bandéristes sont en train de perdre et les grandes puissances préparent la paix. Les grandes puissances, c'est pas nous. Hein. Eux, ils préparent la paix. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? La guerre proprement dite, la guerre diplomatique, ah oui, c'est vrai, voilà. La guerre économique et financière. Attends, je te fais un tour de piste. La guerre idéologique. Conclusion. Un petit tour sur la guerre économique et financière. Le président Vladimir Poutine met en avant
Les libéraux que l'on accusait il y a peu d'être vendus à l'étranger. Ah ouais, c'est là. L'ancien président Dimitri Medvedev est à nouveau en grâce. La directrice de la Banque centrale russe, Elvira Nabiulina, a été choisie au moment de l'idylle avec l'Ouest. Elle a été présentée à la Douma pour se succéder à elle-même, mais désormais pour travailler avec les autres partenaires. Sergueï Glaziev, dont le nom est associé aux privatisations de l'ère Yeltsin, s'est vu confier la création d'un nouveau système économique et financier qui puisse se substituer à celui conçu par les anglo-saxons en 1944 à Bretton Woods. Tout leur est pardonné pourvu qu'ils garantissent aux Chinois et à la communauté économique eurasiatique, c'est la CEE, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, d'accord. Quand on le lit, on n'a pas ce problème de diction. Russie et Tadjikistan. Ils ne sont pas tous étatistes. Ok. Non mais voilà, hein, c'était juste pour dire ce petit passage. Dans les prochaines semaines, le président Joe Biden, ok, ça c'est cool, il va faire son discours, il va se planter, il va dire de la merde. On le sait. Le gaz russe, nanana. Alors, on a vu toute cette section, c'était une itération ça. Poutine met le roi Biden en échec, voilà, on revient sur nos pas. Interview de Hudson. Alors, la Russie et l'Inde remplacent le système SWIFT. Quand même, l'Inde, c'est pas, c'est pas de la chiotte, hein. Alors, ça, je te le dis pas, ok, Russe et la Banque centrale indienne ont mis en place une plateforme internet pour remplacer le système SWIFT et leur banque, entre leurs banques nationales. Voilà, et pour entrer plus tard en fonction le 11 avril. Oh bah putain, on devrait avoir des nouvelles. Là, on en arrive à ces trucs-là. Là, on va commencer, il y a 3 énormes articles à décortiquer. Celui-là en fait partie. Alors, une nouvelle monnaie de réserve mondiale sera fondée sur les ressources. Une nouvelle réalité est née et le monde unipolaire appartient révocablement au passé. Un monde multipolaire est en train de prendre forme. Il fallait le voir pour le croire. Dimitri Medvedev, ancien président russe, atlantiste impénitent, actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, a décidé de se laisser aller à un déchaînement égal à celui de je ne sais pas qui a provoqué un choc et un effroi palpable dans tout l'OTAN. Medvedev a déclaré que les sanctions occidentales de l'enfer, non seulement n'ont pas réussi à paralyser la Russie, mais qu'au contraire, elles reviennent vers l'ouest comme un boomerang. Il a donné son analyse. Quand il fait des articles, Medvedev, c'est vraiment mais super carré. C'est des paragraphes de 432 mots chacun. Et 4 à 8 lignes, enfin ouais, 4 lignes, 5 lignes. Toujours le même nombre de lignes à tous les paragraphes. Et c'est clac, 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 clac. C'est un rythme tout le long. C'est incroyable les articles qu'il écrit. C'est super strict. Donc c'est un mec qui a un esprit carré, quoi. A donné son analyse succincte avant même le jour J, c'est des dates fixées, que les sanctions, les nations inamicales ne pourront plus payer que en roubles. Ok, ça on connaît. Alors, ok. Bye bye oligarque. Là j'avais un truc. Nous ne disposons pas encore de tous les faits, mais on peut affirmer qu'après des années d'évaluation minutieuse, Poutine a choisi de jouer son va-tout, son all-in, et de briser le dos de l'Occident en utilisant le tiercé de la guerre éclair imminente sur le Donbass, le laboratoire américain d'armes biologiques et de l'Ukraine travaillant sur des armes nucléaires comme Casus Belli. Voilà, pour pouvoir déclencher tout ça. En tout cas, c'était la solution. Le gel des réserves de change devait être prévu, d'autant que la banque centrale russe avait augmenté ses réserves de bons du trésor américain depuis novembre dernier. Il y a ensuite eu la sérieuse possibilité que Moscou puisse accéder aux réserves étrangères offshore secrètes. Bref, il y a tout un truc à savoir. Donc ça c'était pour dire que les oligarques, les l'ont dans l'os. En gros, l'idée c'est ça. Et l'heure de la souveraineté est arrivée. La banque russe, contrairement à la Fed, ne pratique pas l'assouplissement quantitative easing, et n'exporte pas d'inflation toxique vers le reste de la planète.
La marine russe non seulement sécurise toutes les lignes maritimes russes, mais les sous-marins russes à propulsion nucléaire sont capables de surgir partout sur la planète à l'improviste. Putain, mais c'est toute une stratégie, hein. C'est lancer un système économique, c'est pas genre ah j'ai une idée les gars, regarde. Il faut des sous-marins aussi. C'est vraiment phénoménal. Bon voilà, et donc cela recouvre une trentaine de pays, le nouveau système. La sphère d'influence traditionnelle de la Russie, les frontières historiques de l'Empire russe et les sphères actuelles de rivalité politique et énergétique. Pas étonnant que Washington écume de rage avec la bave aux lèvres. La Russie garantit le fret maritime à travers l'Asie, l'Arctique, l'Europe, en tandem avec le réseau ferroviaire de la BRI. Ça, c'est la ceinture et route et à l'échelle de l'Eurasie. Bref, là, on en est à se dire euh, que c'est marrant, ils en parlent pas de ça à la télé. Non, non. Mais non, tu rigoles, c'est même pas la question. Alors, une nouvelle réalité en formation. Le monde unipolaire appartient irrémédiablement au passé. Un monde multipolaire est en train de prendre forme. C'est un processus objectif, il est instoppable. Dans cette réalité, plus d'une puissance gouvernera. Il sera nécessaire de négocier entre tous les États clés qui ont aujourd'hui une influence décisive sur l'économie et les politiques mondiales. En même temps, conscients de leur situation particulière, ces pays veillent à respecter les principes de la Charte des Nations Unies, y compris le principe fondamental, et surtout le principe fondamental, l'égalité souveraine des États. Personne sur cette terre ne doit être considéré comme un acteur mineur. Chacun est égal aux autres et souverain. Égal et souverain. Ici, c'est vraiment le système entier qui a été mis en place, en fait, permet de résoudre une contradiction entre le fait d'avoir un mécanisme global et une souveraineté indépendante de chacun des États. En général, concilier ces deux faits produit des problèmes comme on l'a en Europe, par exemple, d'influence néfaste, je décide de ta place, etc. Il faut que tout le monde s'aligne sur tout le monde. Voilà comment était l'Europe. Elle avait donc une approche occidentale extrêmement, comment dire, qui n'a pas fait de discernement élémentaire de façon à préserver ses propres lois et règles et principes. Là, tel que c'est conçu, on peut à la fois avoir un système unifiant des pays et à la fois garantir leur indépendance, surtout que ce système a pour but précisément de garantir leur autodétermination. Et c'est ça la charte de l'ONU. Et donc la charte de l'ONU, elle est du côté de l'Asie et du côté de la Russie, et absolument pas du côté occidental. Les Occidentaux n'ont fait que de violer la charte de l'ONU. Et la charte de l'ONU est capitale pour, pour l'évolution de l'humanité, hein, en termes généraux. Donc voilà où on en est quand même. Alors, le rôle adossé à l'or pourrait changer la donne, ok. Et là maintenant, oh putain, alors ça, mon gars, je devrais te faire un épisode spécial pour lui. 46 minutes de lecture, mais t'en as en fait pour une bonne heure. Hein. Ici, il explique, c'est lui, hein, Sergei Glaziev, comment il a construit son projet. Et là, oh là là, mon gars. Non, 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 je te laisse le lire. Ce document long, plus de 10 pages, est destiné à ceux qui veulent aller au fond des choses. Alors, qu'est-ce que je t'ai noté? Ah, c'est bien, il y a des emphases. Ah, on va les prendre comme ça. Euh, d'accord. Un nouvel ordre économique mondial et idéologiquement socialiste. Lui, il appelle son système le nouvel ordre économique mondial. Donc, il s'accapare le nom de marque de nouvel ordre économique, de nouvel ordre mondial. Et il parle de son système en tant que nouvel ordre mondial, mais ce n'est pas du tout celui dont on entend parler depuis 20 ans, en disant ah mon dieu, le nouvel ordre mondial va nous bouffer la gueule, c'est un truc dictatorial qui va dominer le monde et foutre tout le monde dans la panade. Ça l'intéresse pas, lui, cette perception des choses. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il voit l'ancien fonctionnement et le nouveau fonctionnement. Donc, son nouveau fonctionnement, il l'appelle le nouvel ordre économique mondial. Nécessaire de lire votre livre sur la dernière
Guerre mondiale. Ah ouais, parce que voilà, il faut faire toute l'historique. D'accord. Parce que son article, le titre, c'est des événements comme il n'étant produit qu'une fois par siècle. Et pourquoi il dit ça? Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer de faire rapidement un petit tour de piste. L'Empire britannique essayait de maintenir son hégémonie dans le monde, alors qu'il perdait déjà économiquement face aux ressources combinées de la Russie et de l'Allemagne. La Première Guerre mondiale provoquée par les renseignements britanniques s'est déclenchée, au cours de laquelle les trois empires européens se sont autodétruits. Ouais. Hitler, soutenu par les agences de renseignement britanniques et le capital américain, a rapidement déployé un système de gouvernance d'entreprise centralisé en Allemagne, ce qui a permis au Troisième Reich de prendre rapidement le contrôle de toute l'Europe. Euh, L'exemple le plus impressionnant d'une économie mondiale intégrée aujourd'hui est la Chine, qui a été 3 fois plus rapide que le taux de croissance de l'économie américaine pendant 30 ans. À l'heure actuelle, la Chine dépasse déjà les États-Unis en termes de production, d'exportation de biens, de haute technologie et de haute croissance et de taux de croissance. Voilà. Alors, je vais te trouver un truc. Genre, pourquoi Trump il a pas fait ça? Non, non, c'est bon. L'ensemble du système bancaire en Chine appartient à l'État. Il fonctionne comme une institution de développement unique, orientant les flux de trésorerie pour accroître la production et développer de nouvelles technologies. Aux États-Unis, la masse monétaire sert à financer le déficit budgétaire et est réallouée aux bulles financières. Voilà ce qui est la différence entre ceux qui savent et ceux qui font de la merde. Là-bas, seulement 1 $ sur 5 atteint le secteur réel. Ok, guerre biologique, d'accord. Ah bah attends, je crois bien que je t'avais fait une super synthèse ici. Voilà. Alors, mais oui, voilà, c'est ça que j'aurais dû lire. J'ai pris des morceaux choisis. Vu qu'il est très très long cet article, ce genre d'événement se produit environ une fois par siècle environ. Cependant, les modèles technologiques changent environ une fois tous les 50 ans et leur changement s'accompagne généralement d'une révolution technologique, d'une dépression et d'une course aux armements. Et les modèles économiques mondiaux changent une fois tous les 100 ans. Leur changement s'accompagne de guerres mondiales et de révolutions sociales, ce qui est dû au fait que l'élite dirigeante des pays du cœur de l'ancienne structure économique mondiale empêche les changements. Ça, c'est vraiment extrêmement pertinent et c'est un truc à développer. Et ne tient pas compte de l'émergence de systèmes de gestion plus efficaces. Alors, ces systèmes de gestion plus efficaces, c'est le terme clé là aussi. Parce que la question, c'est le plus efficace gagne. C'est tout. Étant de bloquer le développement de nouveaux dirigeants mondiaux qui les utilise et essaie de maintenir son hégémonie et sa position de monopole par tous les moyens, y compris militaires et révolutionnaires. Donc là, c'est le stade. Donc ton nouveau système, nous travaillons actuellement sur un projet d'accord international. Ah ça, cet article il a été écrit genre quelques jours à peine avant que le truc soit entériné, hein. Et c'était quasiment imprévu. Donc, attends. Glaziev, nous travaillons actuellement sur un projet d'accord international sur l'introduction d'une nouvelle monnaie mondiale de règlement arrimée aux monnaies nationales des pays participants et aux biens échangés qui déterminent les valeurs réelles. Qui déterminent les valeurs réelles. Là, on parle de la construction de la valeur. C'est vraiment le thème économique le plus paradigmatique de tout ce qui est possible d'étudier en économie. C'est le fondement de l'économie. Comment on construit la valeur? Nous n'aurons pas besoin de banques américaines et européennes. Un nouveau système de paiement basé sur les technologies numériques modernes avec un blockchain se développe dans le monde où les banques perdent leur importance. Le capitalisme classique basé sur les banques privées appartient au passé. Le droit international est de facto restauré parce que du coup ils prennent le contrôle du truc.
Ouais, c'est un truc que j'avais développé dans mon bouquin. Euh, alors attends, est-ce que je vais lire ça? Contrairement au post-humanisme occidental, les pays centraux du nouvel ordre économique mondial se caractérisent par une idéologie socialiste, mais avec le respect des intérêts privés, la protection de la propriété privée et l'utilisation des mécanismes de marché. En Chine, en Inde, au Japon, en Corée, l'idéologie socialiste, ou plutôt un mélange d'idéologie socialiste, d'intérêts nationaux et de concurrence sur le marché, domine. C'est ce mélange qui forme un pouvoir et une élite politique fondamentalement nouveau, axé sur le développement économique et la croissance du bien-être des nations. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire vous finirez par trouver une solution qui soit appropriée et originale, appropriée à vos problèmes et assez originale. Et c'est pas toujours très prévisible de savoir comment on passe du capitalisme au socialisme ou un système socialiste en général, mais donc là on a cette ce marchepied en fait, et c'est ça qui, enfin, là, ça produit un avenir, hein, alors que l'autre il ne produit pas d'avenir. Il parle de l'armée des zombies, ok, sauf confronté au fait que les Américains ont tellement réussi à tromper le peuple ukrainien en 8 ans que les personnes qui résistent à l'armée russe, les soi-disant forces armées d'Ukraine, ont l'air tout simplement zombifiés. J'aime bien qu'il utilise ce terme parce que j'utilise aussi et je croyais être le seul. Ils sont contrôlés comme des marionnettes. Ce n'est pas le cas de Zelensky qui commande l'armée, pas même du ministère de la Défense de l'Ukraine, mais le Pentagone. Il commande très efficacement du point de vue du combat jusqu'au dernier soldat ukrainien, car ces zombies n'abandonnent pas, euh, mais ils sont dans une situation absolument désespérée. Et ça, c'est marrant, parce que pourquoi je le lis? Parce que cette itération historique, là on est dans le cas d'une guerre dans un pays, nous montre un cas de figure où les gens sont condamnés à perdre, et c'est parfaitement symbolique de façon holistique avec ce qui se passe avec le système économique capitaliste, qui lui aussi est condamné à perdre et continue vaille que vaille, comme on l'a vu juste avant, jusqu'à la fin, sans aucun plan B et sans aucune échappatoire. Il ne peut que continuer jusqu'à périr totalement. Et c'est dans ce système-là que nous sommes actuellement. Donc on est symboliquement exactement comme ces nazis zombies qui vont à la mort. Ça c'est important. Là il explique que ça fait déjà quelques années il y a 10 ans au Forum économique d'Astana, nous avons présenté le rapport Faire une croissance durable grâce à un ordre économique mondial équitable avec le projet de transition vers un nouveau système financier et monétaire mondial, où nous avons proposé de réformer le système du FMI sur la base de ce qu'on appelait les droits de tirage spéciaux et sur la base du système modifié du FMI, pour créer une monnaie de règlement mondial. Cette idée, soit dit en passant, a suscité un grand intérêt à l'époque. Notre projet a été reconnu comme le meilleur projet économique international, mais concrètement, aucun des États représentés par les autorités monétaires officielles n'était intéressé par ce projet. Même si les publications de machin qui proposaient une nouvelle monnaie suivirent, je pense, qu'il a été proposé un machin. Ok, et voilà, il avait proposé son idée, c'était super intéressant, mais ils avaient quand même pas mettre les pieds dedans. Et c'est là que ça s'est passé. Truc vital, objectivement, le rouble pourrait devenir une monnaie de réserve avec le yuan et la roupie. Alors moi, j'avais estimé que c'était déjà le cas de facto, mais bon, faut que ce soit entériné quand même. Mais c'est le but. Il serait possible de passer à un tel système, à un système multidevises basé sur des monnaies nationales, donc de créer une nouvelle monnaie internationale. Mais il faut encore un équivalent pour la tarification. Nous travaillons actuellement sur le concept de l'espace d'échange de l'Union économique eurasiatique, dont l'une des tâches est de former, attention, attention, de nouveaux critères, voilà, de tarification. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la construction de la valeur. Donc qu'est-ce qui fonde la valeur?
je te fais le résumé en partant de ce qui est dans mon bouquin. Ce qui fonde la valeur, c'est euh, c'est deux têtes. Tu dis combien vaut cette voiture? Bon, ah, ça vaudrait 20 000, bon allez 15 000, ok. Voilà, tout est estimé de tête. La valeur est construite mentalement d'après ce qu'on connaît de l'ensemble du système, des besoins et des coûts, et ce qu'on peut tirer au maximum de la situation actuelle. Voilà, c'est comme ça que s'établissent le prix du pétrole, c'est comme ça que s'établissent tous les prix, tous les tarifs. C'est comme ça qu'il y a une inflation, parce que quand tu fais une inflation, tu dis ah ça augmente, bon bah attends, je te augmente de oh allez je mets 20 centimes, c'est bon. Et, et puis, tout est fait de tête, comme ça, et le système entier est complètement délirant. Mais c'est ça, il est délirant. Là, il te parle d'un truc qui s'appelle des critères, donc des biais objectifs qui permettent de formuler mathématiquement la valeur des choses grâce à des critères, en disant est-ce que tu atteins ce critère machin? Si tu atteins ce critère machin, d'un niveau 1, d'un niveau 2, d'un niveau 3, alors la valeur augmente d'un niveau 1 avec un machin, avec un coefficient évalué de façon, enfin déterminé de façon légale. Donc tu as des coefficients légaux, des objets à mesurer, et en fait tu prends ta règle et tu mesures, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça, et hop, ça te fait la valeur de l'objet. C'est ça le truc. Donc les prix sont déterminés par ce que sont les choses dans la réalité. Donc les prix sont figés, fixes, ils sont impossibles, inamovibles. Ça c'est vraiment l'évolution. On ajoute un niveau de complexité à la formulation des prix. On ajoute, oui c'est ça, une couche de complexité et donc une couche de fiabilité et de, comment on dit déjà en informatique, on utilise souvent ce terme de robustesse. Voilà, on ajoute de la robustesse. C'est ça, hein, son système. C'est le fondement du truc. C'est tellement putain de génial. Euh, euh, Moi, j'habite en France. J'aurais pu dire, les gars, on peut faire ça. Et les gars, ils auraient dit, oh, c'est une super bonne idée, on va le faire. Et oh, ça marche tellement bien que tout le monde fait pareil. C'était mon plan. Hein. Ah, non, mais non. Quand on est petit, on nous écoute pas. Mais grâce à un concours de circonstances hallucinant, ça a fini par émerger quand même. Voilà, ça après, t'as le reste. Question, le gouvernement peut-il faire cela? C'est quoi cette question? Le gouvernement, bien sûr que c'est possible. Ah oui, c'est son projet. Pour ce faire, en général, vous devez prendre deux décisions. Fixer la position en devise des banques commerciales et introduire des normes de vente de devises pour les opérations non commerciales et conserver le marché d'échange librement convertible uniquement pour les opérations commerciales, c'est tout. Vous pouvez l'écrire en 15 minutes, j'adore, et l'annoncer en un jour, ou le saisir en 3 jours, et le rouble se stabilisera. Et c'est ce qui s'est passé 4 jours après l'interview, littéralement. Et ça s'appelle, les gars, mesdames et messieurs, l'histoire en marche. C'est l'histoire en marche. C'est de la classe. C'est trop la classe. Allez, salut.